J'ai la chance d'être entre Marin de Viry et Juan Asensio. Marin de Viry, votre dernier livre, Notre Royaume, n'est pas du tout consacré à la critique littéraire, mais à la question de la royauté aujourd'hui en France. Alors, ce que j'adore sur les quatrièmes de couverture, ce sont les présentations. Je cite « Journaliste et critique au Figaro Magazine et à la Revue des Deux Mondes, il enseigne la littérature à Sciences Po Paris, a publié une dizaine de romans, dont, récemment, Le continent masculin. Mais vous avez bien d'autres cordes à votre arc et vous êtes, on n'insistera jamais suffisamment aujourd'hui, critique littéraire, et on aura l'occasion d'en savoir un peu plus parce que vous entendez exactement par cette activité littéraire. Juan Asensio, votre dernier livre est « Le temps des livres est passé ». Donc, même si Juan vous explique que le temps des livres est passé, il y a toujours des livres en vente, il y a toujours des livres à lire. Donc, si vous voulez, le temps est passé peut-être, mais il y a encore des livres, donc c'est une bonne nouvelle. Et votre autre dernier livre, c'est « Maudit sois-tu, Andreas Werkmeister », qui est une réédition d'un roman déjà paru aux éditions Ovadia. Vous avez été critique littéraire pour des revues, mais vous êtes notamment le taulier d'un blog, Stalker. Vous êtes souvent présenté comme le critique littéraire le plus méchant de France, et on espère qu'on pourra voir les parties les plus charmantes de Juan Asensio, et pas seulement les parties méchantes. Je vais vous poser une première question, pour poser le cadre qui est simplement « Quel est exactement le travail du critique littéraire ? En quoi répond-il à un rôle particulier dans le champ littéraire ?» Marin de Viry ? Le rôle du critique littéraire. Il a un rôle social qui est distinct de son rôle par rapport à l'art. Et parfois les deux se mêlent. Voilà. Le rôle social, alors moi, contrairement à Juan Asensio, qui a enfin me semble-t-il, il le dira lui-même, ou il le précisera lui-même, mais qui a un blog qui est très connu, il s'appelle Stalker, et dans lequel il fait des critiques littéraires très virulentes. D'ailleurs, j'en ai été la cible une fois, je me souviens, il y a longtemps, oui. Contrairement à Juan Asensio, qui, comment dirais-je, je pense, vit d'abord et avant tout un rapport à l'œuvre littéraire. Moi, qui ai travaillé pour Marianne, pour Le Point de temps en temps, pour des revues comme la Revue des Deux Mondes, et maintenant pour le Figaro Magazine depuis quelques années, et pour le Figaro tout court aussi, j'ai un rôle qui consiste en fait à parler de l'œuvre littéraire au public, et non pas à parler à moi-même de l'œuvre littéraire et à installer un dialogue avec l'œuvre littéraire, ce qui serait plutôt, je dirais, le métier, entre guillemets, de Juan Asensio. Ceci étant, alors, qu'est-ce que la critique et quel rôle a-t-elle ? Donc, ça consiste en fait à prendre des livres, à les lire et à dire ce qu'on en pense à un public qu'on connaît. Ça, c'est la définition basique et je dirais presque commerciale de la chose. Si on monte de plusieurs niveaux et qu'on s'appelle à la grande critique littéraire, c'est-à-dire à la critique qui, au fond, est un dialogue de quelqu'un qui connaît un art en général à quelqu'un qui a produit une œuvre en particulier. C'est la critique que fait Barbé d'Aurevilly, par exemple, ou c'est la critique que moi j'ai la chance de pouvoir faire de temps en temps dans la Revue des Deux Mondes parce que j'ai de l'espace. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On s'empare d'un projet littéraire. Je suis un écrivain, j'ai voulu écrire un livre, je l'ai écrit avec une certaine intention. Je fabrique un style. Enfin, toute ma vie n'est au fond que la fabrication d'un style. C'est ça que fait un écrivain dans sa vie, il fabrique un style. Et qu'est-ce qu'un style ? C'est le rapport particulier qu'une personne a au monde. Bon, le rapport particulier qu'une personne a au monde. C'est-à-dire que cette personne se définit par son rapport au monde, et par effet de rétroaction, elle devient elle-même en observant le monde et en restituant le monde. Et le style n'est rien d'autre que l'interaction entre le monde et une personne qui se définit elle-même à travers le monde. C'est presque comme l'amour dans le stade éthique de Kierkegaard, c'est-à-dire que, au fond, en choisissant de décrire le monde, on se définit soi-même. Voilà. Et dans le stade éthique de l'amour de Kierkegaard, c'est en choisissant d'aimer quelqu'un, on se définit soi-même. Voilà. Donc, la critique littéraire essaie de rendre compte du phénomène suivant. Dans le livre particulier de Monsieur X, a-t-il ou pas réussi, selon son intention initiale, à progresser dans la connaissance qu'il a de lui-même, d'une certaine façon, dans la définition de son style. Voilà, dans la définition de son style. Ça, c'est la grande critique littéraire.
Tandis que la petite critique littéraire, c'est qui est au fond le travail de médiation entre le monde de l'édition et le monde des gens qui lisent. Ça consiste simplement à dire ce que j'ai pensé du livre de Monsieur Machin ou de Madame Machin, et en général on en pense beaucoup de mal. J'espère qu'on va aborder le caractère apocalyptique de l'état de la littérature contemporaine dans le dialogue qu'on va avoir, mais il faut que Juan Asensio réponde d'abord à la question, avant d'entamer l'apocalypse. Saint Jean arrive. Voilà. Saint Jean arrive. On va garder le drap pour se protéger de la chaleur. Oui. Bonjour, pardonnez-moi aussi pour mon retard, mais la différence, vous voyez, c'est que je suis impeccable. Alors, cette question... Dans le genre décontracté, je suis pas... cette question, allons à l'essentiel puisqu'il faut hâter la seconde venue. La critique juge. Point final. Et si elle juge, elle colle une claque à ce qui passe pour de la littérature contemporaine. Si elle ne juge pas, elle est complaisante et ce n'est plus de la critique. Merci Erwan pour cette approche carrée et pour le moins efficace. Toujours de manière un peu générale, parce que là on parle de critique littéraire de manière très abstraite, mais qu'est-ce déjà que la spécificité de la critique littéraire française ? Oui, elle est morte. Il n'y a plus de critique littéraire française au sens large du terme. Vous avez un petit peu de critique universitaire, comme dirait Bec BD, qu'on est quelques-uns à connaître ici, qui est imbattable dans l'imbitable, ou imbitable dans l'imbattable, je ne sais plus ce qu'il avait dit. Il parlait de Marien de Falvar à l'époque. Vous avez un petit peu de vague criticaillerie journalistique. Bon, dans la revue des Deux Mondes, un peu au Figaro avec la PAC, on a fait le tour un peu dans Libé. Et vous avez une critique littéraire à la marge, dans laquelle je m'honore de me trouver depuis déjà 2004. Et en fait, il faudrait faire un parallèle avec ce que disait Thibaudet. Il distinguait trois critiques. Une critique parlée, qui désormais peut être assimilée au bruit des blogs, des influenceurs, des demi-mondaines à clics. Vous avez une critique dite de la beauté, que Thibaudet appelait critique de la beauté, c'est-à-dire Barbet, Léon Bloy parlant de Barbet, Claudel parlant de, etc., etc. Et vous avez la critique professionnelle, Marin vient d'en parler, qui se caractérise donc par un salaire, des piges. Voilà, donc moi je ne suis ni dans la critique parlée, même si je j'use et j'abuse des conférences, quand on m'invite bien sûr, hein, merci, et des réseaux sociaux. Je ne suis pas dans la critique professionnelle, puisque je ne vis absolument pas de ce que j'écris, au contraire même. Je serais plutôt dans la critique des beautés, c'est-à-dire, je ne me considère évidemment pas comme un maître, mais j'essaie de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et généralement, je ne suis pas centriste. Pour moi, un texte est bon ou il est mauvais. Après, bien sûr, il y a des degrés dans la beauté, il y a des degrés dans la nullité. Et effectivement, il faut absolument parler de l'état apocalyptique de la littérature française. Mais parler d'état apocalyptique de la littérature française signifierait qu'il va y avoir une révélation et que quelque chose, finalement, va nous sauver de cet état apocalyptique. Non, 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 non. Aucune des conditions qui pourraient nous sauver du désastre intellectuel qu'incarne, encore plus que d'autres arts, la littérature française, aucune de ces conditions pour que se soulève un gamin ou une gamine, peu importe, un vrai auteur n'est présente en France. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir des auteurs. Il y a toujours des auteurs intéressants, bien sûr, quand on cherche à droite, à gauche, surtout à droite. Bon, mais un Céline, quelles pourraient être les conditions de création de possibilités, comme l'autre très mauvais là, parlait de la possibilité d'une île, quelles pourraient être Houellebecq bien sûr, quelles pourraient être les conditions d'émergence d'un Céline, d'un Proust, d'un Léon Daudet, d'un Bernanos, d'un Claudel? Aucune, aucune.
ni sociale, ni économique, ni surtout morale, ni surtout intellectuelle, ni même politique. Donc, je pense, je vous annonce, j'aime bien annoncer des choses, je vous annonce qu'on va continuer à descendre au fond de l'abîme des Mariannes, dans la littérature française, et évidemment dans la critique littéraire, et évidemment dans l'état de la France. Si je ne suis pas le seul à le penser, l'état d'une langue et l'état d'une littérature est intimement corrélé à l'état d'un pays. Je ne sais pas dans quel sens cela fonctionne. Est-ce que c'est parce que le pays tombe que la langue tombe? En tout cas, je suis certain que si la langue tombe, la langue au sens large, la littérature, la critique littéraire, l'art, l'intelligence, si la langue française tombe, il n'y a plus de nation. Je suis vraiment pas d'accord avec ça, alors du coup. Bon, ben, c'est formidable parce que je suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Alors, sur le... la société française se porte pas bien, ça, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'un Proust, un Céline ne pourrait pas exister? Proust, qu'est-ce qu'il fait? Il observe l'aristocratie et il découvre un phénomène qui est le phénomène du cynisme, du snobisme, et en même temps, il découvre ce phénomène à travers, on va dire, un travail mémoriel pour aller très vite. Bon. Céline, il découvre l'horreur et il décide d'avoir un regard sur la société qui est un regard qui modernise, si je peux dire, qui modernise le courage humain, hein, qui rend compte du courage humain d'une manière dont la société ne veut pas entendre parler. Bon. Dans les deux cas, la société allait très mal, puisque la guerre de 14, la société allait très mal, et puis l'aristocratie française du temps de Proust, c'était une aristocratie suicidaire, c'est-à-dire entièrement centrée sur les mondanités, entièrement centrée sur la distinction sociale et entièrement centrée sur des distinctions fondées sur une forme d'habitus. Bon. Donc les deux sociétés allaient très mal, la société de 14, la société de Proust et la société de Céline allaient très mal. Or, à mon avis, la littérature, si je puis dire, comme l'histoire est providentielle, c'est-à-dire que rien n'interdit que observons ce que nous observons, c'est-à-dire au fond le délitement complet des communautés, c'est-à-dire le délitement complet de la société elle-même, l'atomisation des individus, la réduction des individus à des espèces de petits atomes stimulés par des grands systèmes de réseaux américains, etc. Rien n'interdit que ça inspire quelqu'un avec un angle qui sera tout à coup un angle extraordinairement créatif. Bon. Donc moi je ne crois pas à cette idée de la littérature va mal parce que la société va mal. Je crois au contraire que la littérature peut aller bien quand la société va très mal. Et je pense donc que Proust et Céline sont les bons exemples de cela. Et donc qu'il n'y ait pas aujourd'hui une sorte de génie évident comme a pu l'être Michel Houellebecq, même si ça se discute, hein, mais comme a pu l'être Michel Houellebecq dans les années 90 avec l'extension du domaine de la lutte, qu'il n'y ait pas aujourd'hui de génie évident de la situation dans laquelle est la société française, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas apparaître demain, parce qu'encore une fois, Proust ne sort de rien. En fait, Proust ne sort de rien. La question des conditions de possibilité n'existe pas en art, à mon avis. Je ne sais pas si c'est clair. Pourtant, il y a un exemple qui est assez intéressant, que Rohan mettra en avant en disant « Céline est reconnue par Léon Daudet ». Donc en tant que critique littéraire, justement, normalement, on doit participer avec conviction à l'émergence des grands auteurs, pour ou contre d'ailleurs. Certains ont fait l'objet de virulentes critiques de la part des écrivains, je pense à Francisque Sarcey. Normalement, on s'attend à ce que le critique littéraire ait ce rôle-là. Et aujourd'hui, la critique tient-elle son rôle et fait-elle partie des conditions de la réussite? Alors, là où quand même je rejoindrais un peu ce que dit Juan Asensio, c'est qu'on a un petit problème de transcendance dans ce pays. C'est-à-dire que, disons qu'il y a un problème de hiérarchie, d'ordre, de distinguer ce qui est en haut et ce qui est en bas. Quand on vit dans une culture normale, on se dit en haut, dans une culture normale, disons dans une culture comme la nôtre, en tout cas qui était la nôtre, on se dit bon, il y a Dieu, sous Dieu il y a la musique, sous la musique il y a la poésie, et sous la poésie il y a la littérature. Et là on a déjà commencé à situer un peu les choses, les unes par rapport aux autres, et
ça va bien. Et à l'intérieur de la littérature, il y a des grands maîtres, il y a des petits maîtres, il y a des moyens maîtres, il y a des types qui essayent d'y rentrer mais qui n'y rentreront jamais, etc. Et donc, dans une, comment dirais-je, dans un état mental, enfin, pardon, dans un paradigme désormais révolu, il y a des hiérarchies. Et dans le paradigme contemporain, il n'y a plus du tout de hiérarchie. N'importe qui, ça va vous effrayer. À un moment, je me suis amusé à faire des ateliers de création littéraire. Bon. Première séance, une apprentie romancière avec le doigt, il me dit: est-ce que vous pensez que je peux utiliser le passé simple ou est-ce que c'est trop marqué socialement? Voilà. Et donc, je lui ai dit: mais vous devriez essayer le conditionnel passé, deuxième forme, surcomposé, pour vraiment commencer à travailler un peu sur la langue, quoi. Mais il y a cette idée qu'il n'y a plus rien dans la littérature qui relève de l'art institué. Voilà. Parce que les hiérarchies n'intéressent plus personne. Les classements n'intéressent plus personne, la taxonomie, les classements, les hiérarchies, etc. n'intéressent plus personne. Et c'est ce qui fait qu'une grande critique, c'est vrai, est aussi difficile il est aussi difficile pour une grande critique d'intégrer les esprits contemporains, quoi. Voilà. Proust a été découvert par Léon Daudet. Céline a été découvert par Léon Daudet. Georges Bernanos, en 1926, a été lancé par Léon Daudet. Léon Daudet se contrefoutait de l'avis de Maurras sur la littérature, hormis évidemment ce qui concernait ce qu'il appelait le stupide, à raison, le stupide 19e siècle et le romantisme. Et c'est parce que Léon Daudet avait cette incroyable liberté qui lui permettait de saluer Céline, Proust, Bernanos, de parler de Picasso et de tout un tas d'autres, Bernanos, donc, oui, je voulais citer, qu'il pouvait favoriser la condition d'émergence d'un grand écrivain. Le dernier à avoir eu ce talent, c'est Pierre Boutan. C'est-à-dire que lui pouvait parler indifféremment de Junger et de tout un tas d'autres auteurs, et il se contrefichait que ça rentre ou pas dans le sacro-saint cadre législatif, normatif de l'Action française. Il s'en contrefichait et il avait parfaitement raison. Je me suis retrouvé à un moment chez Valeurs Actuelles, à droite, oui, vaguement à droite, en tout cas à l'époque, et c'était l'excellent Bruno de Sessol qui était mon patron, dont j'avais démoli un des livres, qui me dit: ça a quand même de la gueule ce que tu as écrit, viens chez moi. Ok. Tu as une liberté totale. Tu peux allumer qui tu veux. Absolument qui tu veux, Bruno, qui tu veux. Parfait. Arrive un jour un texte de Richard Millet. Très, 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 très mauvais. Il venait déjà de se faire virer de chez Gallimard à cause de cette espèce d'horrible écrivassière hystérique, folle dingue, qu'il faudrait brûler sur un bûcher en place publique. Annie Ernaux qui a eu un prix Nobel. Et les ennuis de Richard Millet commençaient, il fallait quand même essayer de lui sauver, de lui ménager, de lui sauver la peau, etc. Bon, etc., etc. Bah oui, mais Bruno, son livre est mauvais. Ah oui, mais tout de même, c'est un des nôtres. Ah non, c'est pas un des miens. Je sais pas où je suis d'ailleurs. Voilà. Bon. Et encore, il me laissait une relative liberté pour dire ce que je voulais sur tel ou tel auteur. Mais, avec, vous avez vu, des limites, même à droite. On n'allume pas quelqu'un que l'on considère comme étant de notre bord. Pardonnez-moi, mais si Richard Millet a passé sa carrière entière à vendre des livres en prétendant qu'il a défendu la cause des phalanges chrétiennes au Liban, alors que c'est un mensonge éhonté, il faut que quelqu'un le dise. Ce type-là n'est jamais allé au Liban. Et d'ailleurs, ceux qui y sont allés ne se souviennent pas d'avoir vu Richard Millet. Mais il est à droite, et évidemment, quand il publiera l'un de ses innombrables bouquins, parce qu'il en sort un tous les 6 mois, reconnaissons-lui ce talent, vous aurez L'Incorrect, vous aurez Valeurs Actuelles évidemment, vous aurez peut-être pas Eugénie Bastier, parce qu'il faut quand même pas, elle pourrait faire tomber une de ses perles de son collier en lisant du Richard Millet, en tout cas en l'avouant publiquement, mais
on n'a plus cette liberté de ton, y compris quand on considère que la critique littéraire n'est rien du tout si elle ne dit pas des choses très désagréables, y compris dans son camp. Je n'ai aucun ami à droite, j'en ai encore moins à gauche. Peut-être le dernier, ça devait être Dantec. Mais jamais je ne me suis privé de dire qu'un roman de Dantec était faible, sous le prétexte qu'il était mon ami. On a perdu cette capacité d'avoir des cojones, pardon, je le dis en espagnol, ça suena mejor, que vantait Jean Cau. Jean Cau qui était avec Boutan probablement le dernier à avoir une position offensive sur la critique littéraire, qui considère à dire, comme c'était mon entrée en matière, qu'il s'agit d'un jugement et d'un coup près. Si on n'a plus de Léon Daudet, et pour cause, vous n'aurez plus de Proust, vous n'aurez plus de Céline. Alors on va me dire, oui, on vient de le dire d'ailleurs, Houellebecq. Oui, Houellebecq. Houellebecq aura écrit un seul bon livre, qui aurait dû être le dernier, hélas, qui a été suivi de tout un tas de bouses, hormis peut-être la possibilité d'une île. C'était l'extension du domaine de la lutte. Bon. J'ai pris énormément de risques à me mettre à dos Houellebecq, parce que c'était un des nôtres. Je me suis même fait engueuler par l'ami Lapac du Figaro, qui, dès que Houellebecq publie la moindre cochonnerie, même pour dire qu'il n'a pas écrit de cochonnerie, ou pour légitimer le fait qu'il s'est retrouvé à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre, dans un film porno, bon, Lapac va lui faire une pleine page dans le Figaro. Très bien. Mais quelle est la qualité littéraire de Houellebecq ? Puisqu'un critique littéraire, pardonnez-moi de peut-être dire une évidence qui n'en est finalement pas une, est là pour juger un style, une langue, une écriture. À cette aune-là, qui est Houellebecq ? Sinon, l'écrivain français vivant le plus lu au monde, hélas. Qui est Annie Ernaux ? Qui est Yannick Enel ? Et vous pouvez les multiplier les uns après les autres. Il n'y a plus de littérature française. Il y en a toujours à la marge. C'est évidemment un propos destiné à vous choquer que je dis là. Et évidemment qu'il y a de temps en temps, à droite et à gauche, quelque chose qui sort, hélas, qui redescend assez bien. Moi, je considère que le dernier qui a eu une vraie plume ici, c'est Marien de Falvar. Bon, là, il commence à devenir complètement fou, oui. Mais c'était quelqu'un qui, lorsqu'il a sorti Du temps qu'on existait, si vous êtes un littéraire, si vous vous honorez de savoir lire, c'est un bouquin qui vous saute à la figure dès sa première page. Et c'est totalement incontestable, parce qu'il y a une langue, une surlangue, un horizon politique, un horizon métaphysique. Voilà ce qu'est un roman, un grand roman. Ce n'est pas vraiment un roman, mais peu importe, faisons simple. Voilà ce qu'est un grand livre. Un grand livre, c'est une langue qui vous donne la possibilité, non pas d'une île, encore que, mais la possibilité d'un horizon métaphysique. Vous mettez votre main en visière et vous voyez loin. Quand on lit sur les falaises de marbre, on voit loin. Vous me direz, il est en hauteur, mais on voit quand même loin quand on lit certains. Bon, bref. Et il n'y a plus cette possibilité-là. Pourquoi ? Parce que la critique littéraire n'existe plus, telle que je la conçois, bien sûr. On peut tourner autour du pot en disant qu'il y a une critique journalistique, vaille que vaille, oui. Mais cette critique journalistique, si elle n'est là que pour récompenser les livres des copains, ça ne fonctionne pas. Et ça ne peut pas fonctionner. Oui. Et ça ne doit pas fonctionner. Oui, on est d'accord sur le point de la hauteur que j'ai évoqué avant, c'est-à-dire il y a quand même des écrivains qui sont hauts et des écrivains qui sont bas, et ceux qui sont bas, c'est pas la peine d'en parler parce qu'on n'a pas que ça à faire dans la vie de parler de gens qui font des efforts louables, mais dans un tout petit milieu qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse. Bon, ensuite sur l'effet de milieu, c'est-à-dire ce qui vous est arrivé à Valeurs Actuelles. Richard Millet a écrit un livre, c'est un de nos amis, et donc puisque c'est un de nos amis, le papier doit être favorable. Donc ça, je vis ça souvent, c'est-à-dire tel écrivain est un de nos amis, Marin, tel écrivain est un de nos amis. Donc là, ça devient difficile de le défoncer. Néanmoins, il y a toujours des ruses pour défoncer un écrivain en disant du bien. C'est toujours possible. L'éloge paradoxal, c'est quelque chose qui existe. L'antiphrase, ça existe aussi. L'ironie, ça existe aussi. La mise en perspective, la mise en abîme, etc., ça existe aussi. Donc on peut se foutre de la gueule de quelqu'un tout en respectant les contraintes de parti, si je peux dire,
voir les contraintes commerciales de son magazine. Parce que vous avez parlé, Juan Asensio, et justement de ce côté boutique, c'est-à-dire c'est un copain, mais il y a aussi le côté commercial, enfin boutique politique, mais il y a aussi le côté boutique commerciale, c'est-à-dire qui sont nos lecteurs et qu'attendent-ils. Bon, au Figaro Magazine, c'est assez simple, ce sont des bourgeois qui lisent le Figaro et qui attendent que pour la littérature et pour le théâtre, je fais les deux, la littérature et le théâtre, soit pendant la donc le Figaro Magazine, ça sort à la fin de la semaine, soit pendant la semaine, leur portefeuille d'action a pris 1% et il faut qu'ils fêtent ça et donc ils vont au théâtre ou ils vont s'acheter un roman, soit leur portefeuille d'action a perdu 1%, il faut qu'ils se consolent et donc il faut qu'ils achètent un roman ou qu'ils aillent au théâtre pour se consoler. Donc il y a quand même, non mais vous voyez, il faut intérioriser un peu son lectorat dans la manière dont on fait son travail, si je peux dire. Et ce que je dis n'est pas cynique. On peut très bien, comment dirais-je, prendre quelqu'un avec ses caractéristiques sociales fondamentales, telles que je viens de les dire pour nos lecteurs au Figaro, et l'amener à l'idée à laquelle on veut l'amener. Et puis, de temps en temps, il y a des moments merveilleux, ou des pages merveilleuses, ou des médias merveilleux qui nous permettent de dire exactement ce qu'on veut, comme on le veut, selon son. Mais je peux comprendre aussi qu'on ne supporte pas d'être contraint dans l'exercice de sa parole, ça je peux très bien comprendre. Voilà ce que j'avais à dire sur la contrainte de métier. C'est sûr que, bon, au Figaro, on n'a pas le droit de dire du mal des avions de chasse, pour des raisons évidentes, et on n'a pas le droit non plus de dire du mal du tourisme. L'avion de chasse parce que c'est l'actionnaire, et le tourisme parce que c'est les principaux financeurs. Bon. Une fois qu'on a dit ça sur le plan littéraire, ça ne dérange pas beaucoup. Ce qui peut déranger, c'est effectivement c'est un ami. Bon. Et puis, un magazine, c'est forcément l'actualité un peu heureuse, c'est-à-dire c'est forcément positif, le ton du papier, parce que c'est pour ça que moi j'ai en quelque sorte un permis de tuer un livre sur 7, mais je ne peux pas tuer 7 livres sur 7. Pourquoi je ne peux pas tuer 7 livres sur 7? Parce que je ne peux pas dire au lecteur, n'achetez pas ce livre, vous n'allez pas voir cette pièce de théâtre toutes les semaines. C'est pas possible, il faut recommander, donc mettre en avant avec des sentiments positifs. Donc ça c'est le travail social du critique qui n'a effectivement rien à voir avec ce que fait Juan Asensio et ce qui explique son noble isolement sur la scène littéraire. Non mais c'est vrai, je le dis, ouais. Je le dis, ouais. Je crois qu'il a vous n'auriez pas remarqué, j'assume totalement cet isolement. D'ailleurs, j'ai absolument tout fait pour éviter 3 carrières, celle du professorat, celle de l'édition et celle du journalisme. Ma foi, je n'ai trempé dans aucune des 3. Et pour revenir à la dimension sociale du critique littéraire que vient d'évoquer Marin, je me suis arrangé pour trouver un boulot qui me permette d'avoir les coups des franches et de dire ce que je veux, surtout sur qui je veux et sur quelques livres que ce soit. Alors évidemment, ça vous pose un certain nombre de problèmes assez rapidement. Mais je préfère que l'on me craigne plutôt que l'on ne parle pas de moi, pour reprendre une vieille parole latine. Ouais. Marin évoquait tout à l'heure la disparition des hiérarchisations et tu répondais sur la notion, justement, du courage en disant que le critique littéraire doit faire preuve de courage pour dire ce qui est bon de ce qui est mauvais. Mais est-ce que vraiment on peut s'attendre à avoir des critiques littéraires qui parlent avec ce courage-là s'ils ne sont pas dans le discernement et la hiérarchisation? C'est-à-dire que les hiérarchies vont permettre un certain nombre de positions. On s'entend bien. Je ne pense pas qu'il faille un torero face à un taureau, comme disait Léris, est exposé à la corne du taureau. Il n'y a pas de corne de taureau pour un critique, surtout s'il est journaliste. Qui va aller casser la figure? La dernière qui a dû casser la figure d'un écrivain, c'était une femme, Josiane Savigno, qui a collé une baffe à Marc-Édouard Nab. Elle est bien faite d'ailleurs. Mais il n'y a pas besoin d'avoir un quelconque courage physique. Et quand tu parles de courage, non, je n'ai pas de courage particulier. Je dis ce que je pense d'un livre. Ça plaît, tant mieux. Ça ne plaît pas, tant mieux. Mais au moins, j'ai fait ce travail-là. Et si je suis le dernier des Mohicans, ça me va aussi.
Il n'y a pas de courage particulier à défendre un livre ou à allumer un livre. Le courage, vous le trouvez dans des interventions policières, vous le trouvez dans des actes quotidiens, à l'hôpital. Ça, c'est le courage des gens qui servent l'armée. Ça, c'est du courage. Le courage d'un critique littéraire, franchement. Allons. Il n'y en a aucun. Il y en a aucun. Oui, oui, ça, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Stendhal disait qu'il n'y a que le courage physique et puis le reste, c'est un peu littérature, il avait complètement raison. Non, par contre, il n'y a pas de courage du critique littéraire, mais il y a un honneur du critique. Il y a même un honneur nécessaire du critique littéraire. Donc, honneur égale le petit nombre de principes qui sont supérieurs à ses intérêts personnels. Bon. Donc, si je prends des cas pratiques, quel est ce petit nombre de principes? Je ne vais quand même pas dire du bien d'un livre dont je pense qu'il est médiocre. Donc je ne vais pas placer haut un livre que je place bas. Je ne vais pas publiquement placer haut un livre que je place bas. Bon. Alors, il y a les procédés dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire se foutre de quelqu'un, parce qu'on est quand même un peu obligé d'en parler, et qu'on veut en parler aimablement, parce que le climat culturel et politique et économique fait que, voilà, c'est assez difficile de dire il est nul. Juan Asensio dirait il est nul, moi je dirais il est nul aussi, mais enfin, on ne s'apporterait pas forcément sur la même. Il est nul, mais il a quand même quelques qualités. Par exemple, il a des dons en société, il maîtrise le subjonctif imparfait, il y a des trucs qui sont pas mal faits, par exemple le 3e chapitre, enfin, bref, il faut que le lecteur après se rende compte que je pense qu'il est nul, mais que le ton a été élogieux. Alors, la rédaction, comme ils ne sont pas complètement idiots, ils s'en rendent compte, mais ils s'en rendent compte trop tard, parce que vous savez ce que c'est qu'un bon journaliste, c'est un journaliste qui envoie son papier à l'heure. Et donc, on envoie son papier, la rédaction le reçoit, elle dit ah, bah, Marat n'a pas aimé, même s'il en dit du bien, quoi. Donc l'honneur du critique littéraire, ça consiste à toujours dire de la manière qu'il peut le bien ou le mal qu'il pense d'une œuvre. Et ça, c'est supérieur à ses intérêts personnels. C'est-à-dire que si l'écrivain en question est dans un jury, et que, étant dans ce jury, moi-même ayant un livre qui sera forcément présenté à ce jury, etc., je ne veux pas me l'aliéner, là, on commence à rentrer dans quelque chose que l'honneur du critique littéraire doit absolument traiter, qui est la question de la corruption. Parce que là, c'est autre chose. C'est vraiment la question de la corruption. La corruption, c'est de dire du bien de quelqu'un dont on pense du mal parce que ce quelqu'un est un jury. Parce que ce quelqu'un est éditeur, parce que ce quelqu'un... Là c'est de la corruption. Voilà. Bon, donc si on met son honneur de critique littéraire à l'abri de la corruption, mais que, comme disait Molière, il faut de par le monde une vertu traitable. On intériorise la maxime de Molière, il faut de par le monde une vertu traitable. Et qu'on se dit, bon, il faut que je parle de ce type ou de cette fille, honnêtement, c'est pas terrible. Mais on va amuser le lecteur avec le fait que j'ai trouvé que c'était pas terrible sans être vraiment désagréable. Moi, ça ne me dérange pas. Mon honneur n'est pas engagé à faire un papier de cette nature. C'est un peu étonnant venant d'un journaliste dont le journal a pour devise « Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». Ça, c'est vrai que dans l'évolution du Figaro, la notion de blâme a pris une nouvelle couleur. Oui. Ça, c'est tout à fait clair. Ouais, c'est tout à fait clair. Si vous voulez une petite colorimétrie, vous me demandez sur le Figaro littéraire, hein, parce qu'elle n'a pas pris que quelques couleurs. Un vieux proverbe irlandais ou anglais dit que lorsque l'on dîne à la table de Satan, mieux vaut avoir une cuillère avec un manche très très long. C'est la même chose avec la critique littéraire. Vous mettez la main et en fait, vous vous rendez compte que la corruption est déjà au niveau de votre coude. Et puis elle va continuer à monter. Et évidemment, dites-vous bien qu'aucun journaliste ne fera ce qu'il faut faire. Là, il faudrait du courage, c'est-à-dire s'amputer le membre. Au contraire, il va se laisser complètement pénétrer. Il y avait une scène dans Matrix où on voit Neo, l'élu, qui touche un miroir, et puis tout d'un coup, la matière du miroir commence à pénétrer tout son corps. C'est ça, un journaliste. Un journaliste, c'est un Néo qui s'ignore. Il touche le miroir tous les jours, et il ne se rend pas compte que le miroir l'a déjà avalé.
Oui, mais Et il est tout content ça, on le de sait dire, tous, tous. parce que le cas d'école de marin, oui, ça fonctionne. Sur un cas sur 1000, quand on a de la bouteille, quand on a de l'expérience, quand on est intelligent, quand on fait le pari de l'intelligence de son lectorat, y compris celui de ses chefs, ça fait quand même beaucoup de si. Donc moi, comme je n'aime pas les si, parce qu'avec des si, même Houellebecq pourrait être un bon écrivain, je considère qu'il faut se tenir le plus loin possible de ce putride marigot qu'est le milieu journalistico-éditorialo, et puis je ne vais pas dire le troisième, germano-pratin. Le plus loin possible. Le peu que j'en ai vu, et pourtant en me mettant une combinaison NBC, m'a verni à vie. Et de la critique, et des magouilles des critiques littéraires, des magouilles des prix dits littéraires. La France s'honorant d'en avoir des centaines. Là, dernièrement, j'ai vu qu'un prix du roi, de je ne sais plus quel roi, s'est créé. Pas le roi René ? Oui, avec le frère de Jacques de Guibon, enfin, qui n'est plus à l'incorrect, etc. À droite, comme à gauche, au centre, comme dans les extrêmes, c'est une, pardonnez-moi le terme que j'emploie, mais je le revendique, c'est une immense partouze. C'est une immense partouze. Vous n'avez pas idée du plus petit des prix littéraires, dits littéraires, il faut toujours dire, c'est comme le Figaro dit littéraire, ce n'est plus le Figaro littéraire, c'est le Figaro dit littéraire. Vous n'avez pas idée des magouilles petites, moyennes ou colossales qui existent dans ce milieu-là. J'ai fait partie une fois dans ma vie d'un jury du prix littéraire, le prix du livre incorrect. Et à notre tout petit niveau, alors on faisait les barbeaux à la closerie des Lilas, on accueillait les gens, on mange d'ailleurs de plus en plus mal, et on recevait une trentaine de livres par an, supposés être incorrects, puisqu'il fallait remplir un cahier des charges où il fallait être incorrect, maîtriser la langue française, patati patata patata. Sur une trentaine de livres, que ce soit des essais ou des romans, 27 étaient immédiatement mis de côté. Je dis bien immédiatement, parce que auteur inconnu, quel que soit son propos, auteur inconnu, maison d'édition pas suffisamment connue, il en reste 3-4, allez 5 parce que je suis sympathique et tolérant. Il en reste 5. Sur les 5, on est une quinzaine dans le jury, et on va commencer à regarder des vieux de la vieille, des éditeurs, des journalistes, des gens, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là, sinon pour piquer dans les assiettes lorsqu'il y a ce genre de cocktail. Bon, il y a un peu de tout. Dans les 5 livres, on commence à regarder la 4e de couverture, on se dit, ouais, pas mal. Il est connu, ah ouais, il est connu, ah, on le met de côté. La maison est grosse, ah bah ouais, c'est quand même Grasset, ou c'est Grasset dont on parle, ou c'est Flammarion, ou c'est Gallimard, ah d'accord, ok, paf. Après, on commence à regarder. Alors, on n'a toujours pas lu un seul livre, hein, bien sûr. On n'a toujours pas lu un seul de ces livres-là. Dans le meilleur des cas, on en a lu un, celui qu'on va défendre. Bon. Ensuite, on commence à regarder, à humer l'air du temps. Comme disait Grag dans sa littérature à l'estomac et même avant Thibaudet, la critique parisienne, c'est-à-dire la critique française, ne vous leurrez pas, la critique parisienne est la critique française. Il n'y a pas de critique provinciale. Pardonnez-moi le jeu de mots involontaire. Il n'y a pas de provincial en critique. C'est elle qui donne le ton. Et donc, on va commencer à humer l'air du temps en se disant, tiens, Tartampion est en train de parler d'un sujet ô combien original, puisqu'elle s'est fait violer à l'âge de 4 ans, mais qu'elle a réussi à pardonner à son violeur, et que dans une grande force, dans un grand processus de résilience, puisque c'est le terme à la mode, dans un grand processus de résilience, elle a ensuite fréquenté Gabrielle Maznev, qui a évidemment couché avec elle. Elle avait 4 ans, elle en avait 14 ou 15, elle est moins de 16 ans, elle en avait 14 ou 15, et elle va en faire un livre. Prenons au hasard une Vanessa Springora. Elle en a fait un livre, vous croyez que j'exagère pas du tout, et il n'y a que le témoignage qui compte. On se dit, mais ça c'est dans l'air du temps, Jojo. Et en plus, c'est Gallimard. Et en plus, ma foi, elle n'est pas complètement laide. Bon, c'est écrit, on s'en fiche, c'est ni écrit ni à écrire, mais c'est écrit. Et voilà. Et on a, à 99,9%, son prix du livre incorrect. Point final. Tout le reste,
c'est du jésuitisme, Marin. Oui, C'est du jansénisme. je vais emprunter des périphrases pour dire que ce n'est pas si bon que ça, mais ce n'est pas si mauvais que ça. Il y avait un subjonctif, etc. Non, 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 non. Un livre est bon ou un livre est mauvais. Bien sûr, ensuite, dans la critique, à vous de dire pourquoi. Il n'y a pas de chef-d'œuvre. Même le plus grand des livres est forcément critiquable. Mais vous sentez quelque chose. Vous savez qu'il y a quelque chose. Et il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Faites un essai. Prenez la première page d'un Houellebecq. Prenez la page d'une Annie Ernaux. Et de tant d'autres. Vernon Subutex, comment elle s'appelle, c'était écrit ça. Virginie Despentes, Christine Angot. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a aussi beaucoup de nullité chez les hommes. Hein. Il y a les écrivassières, il y a les bardeaux chez les hommes. Bon. Voilà, et on a fait le tour, et tout le reste ne sera qu'une forme d'habillement. Anecdote, on est en 2003 ou 2004. Après, promis, je notais. On est en 2003 ou 2004. Dantec, il y a 2 auteurs en France dont on parle, Dantec et Houellebecq. 2. Dès que l'un parle, écrit une lettre, toute la France, c'est-à-dire les médias, bien sûr, toute la France en parle. Bon. Et Dantec, à cette époque-là, correspond avec un groupe identitaire, échange privé, où ils sont d'accord sur un certain nombre de choses et surtout absolument pas d'accord sur un certain nombre de choses. Dantec, je suppose que vous le connaissez tous, hein, je suis en train de dire Dantec, mais peut-être que certains de vous ne le connaissent pas, dit qu'il est plutôt atlantiste et plutôt sioniste, etc. Les autres disent « Ah non, 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 on déteste Israël et plus largement les Juifs, et on n'est surtout pas atlantiste. » Propos privés, c'est parfaitement normal. Ces propos qui étaient privés, extraordinairement, se retrouvent sur la place publique. Technicart, avec Philippe Nassif, qui est un journaleux besogneux, paix à son âme, qui je crois, s'est suicidé, allez savoir pourquoi, commence la bataille en disant c'est Dantec, hein, on en parle comme d'une star, hein, cet écrivain qui discute avec le diable, ou je ne sais trop quelle connerie journalistique. Évidemment, si Technicart en parle, Chronicart va en parler. Si Chronicart en parle, Le Monde va finir par en parler. Si Le Monde en parle, Libération doit faire un papier. Si Libération, Le Monde et tous les autres qui l'ont précédé font un papier, il est absolument logique que le Nouvel Obs, enfin ça, à l'époque c'était encore l'Obs, le Nouvel Obs, et l'Humanité, etc. Et il se retrouve dans ce que les jeunes appellent une shitstorm, une tempête de merde, où tout le monde tombe sur Dantec. Bon. Et à ce moment-là, un certain, comment il s'appelle ce con, dans le Nouvel Obs, Jean-Louis Hésine, dans le Nouvel Obs, a une rubrique qui s'appelle « Sifflet » au pluriel. Et il parle du nouveau roman de Dantec à l'époque, c'était Villa Vortex, un gros volume de 700 ou 800 pages. Il en parle en disant « Voilà le genre de livre qu'il ne faut pas écrire, mais qui est là, ça a été écrit. » Point final. Je n'ai pas encore lu une seule ligne de Dantec, parce que je me méfie des gens dont tout le monde parle. Et je me précipite, évidemment, puisque c'est Jean-Louis, et quand Jean-Louis dit le sud, je vais au nord, c'est une boussole extraordinaire. Il y en a tout un tas comme ça. Il suffit de prendre ce qu'ils disent pour penser exactement le contraire, et ça fonctionne à toutes les fois. Donc je me précipite pour aller lire Villa Vortex, gros volume de 700 pages, un gros roman métaphysique, policier, qui parle dans tous les sens. Et au bout de la 30e ou 40e page, je commence à écrire un article, je ne sais pas à qui je vais l'envoyer, je l'envoie à la Revue des Deux Mondes, à l'époque dirigée par Michel Crépu, et au débat, Pierre Nora. Donc quand même 2 pointures. Le premier qui me répond, c'est Crépu qui me dit « On le publie tout de suite ». Il y avait 14 pages dans mon article. On le publie tout de suite. Pourquoi ? Parce que, alors, 2 choses. Dès les 30 premières pages, je n'avais pas besoin de lire le reste pour savoir ce que j'allais finalement penser de ce roman, qui était bon. Foutraque, mais bon. Et qui, quand on sait lire, donnait toutes les clés sur le fait que Dantec, son auteur, allait se convertir au christianisme. Ce que je ne savais pas à l'époque. Et j'ai repris la métaphore célèbre de Barbet, de Baudelaire, de Huysmans, parlant des... Voilà, elle a été reprise plusieurs fois, disant « Après un tel livre, cher Joris, il ne vous reste qu'une seule chose, les pieds de la croix ou la bouche le canon dans la bouche. » Et j'ai dit, à ce moment-là, de manière métaphorique, comme dirait Marin, Dantec, soit tu te tires une balle dans la tête, parce que vu ce que tu consommes, vu ton train de vie, etc., tu vas finir mal, soit tu vas au pied de la croix et tu t'agenouilles.
L'article paraît, 14 pages, c'était ma première pige, payée, dans la revue des Deux Mondes. Je suis très fier, je suis tout content. Michel Crépu me dit « Ah, génial, 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 génial ». J'ai reçu une lettre de Dantec. Est-ce que je te la passe? Je dis « Ah oui, oui, un courriel. Est-ce que je te la passe? Ah oui, 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 c'était 4 ou 5 mois plus tard. Oui, oui. Et là, Dantec m'écrit en me disant, cher Juan Asensio d'ailleurs, vous ne pouviez pas le savoir, mais ce que vous avez annoncé dans votre texte s'est révélé juste, puisque je me suis converti au christianisme. Voilà. Je peux dire, c'est Juan, mais j'ai perdu entre les prix littéraires et... C'était long. C'était une démonstration en plusieurs étages. Il y avait une cohérence du propos. Merci. Sur le... Non, mais je vais commencer, je vais reprendre le fil dans le même sens. Sur le milieu littéraire pourri, Balzac a tout décrit dans Lousteau, dans la comédie humaine à travers le passage de Lousteau. Et en fait, comment dirais-je, à partir du moment, effectivement, il n'y a pas d'échappatoire. Il y a une logique. Il y a une logique économique, il y a une logique économique, c'était celle de la publicité du temps de Balzac. Et cette logique économique implique que le bon journaliste soit parfaitement réversible. C'est-à-dire qu'il y a une veste avec un côté noir, de l'autre côté blanc. Voilà. Bon. Donc cette logique-là, on la connaît par cœur. C'est celle que décrit Juan quand il parle aussi des prix littéraires, parce qu'il faudrait que les gens bouffent, et donc ils vont dans les prix littéraires en fait pour avoir des avaloirs supérieurs à ceux qu'ils n'auraient pas s'ils n'étaient pas dans les prix littéraires, parce que à travers ces avaloirs supérieurs, les éditeurs espèrent qu'ils voteront, enfin espèrent, et même je dirais incitent à ce qu'ils votent pour leur poule. Bon. Donc ça, cette corruption-là existe, ce système économique existe, c'est parfaitement exact, et je suis parfaitement d'accord avec ça. Sur la question de l'écrivain un peu décisif, c'est-à-dire de la capacité de la critique à trouver un écrivain décisif, parce qu'au fond, ce que Juan a décrit là, c'est une relation qu'il a eue avec un texte, celui de Dantec. Alors, il se trouve que moi, plus tardivement, j'ai un peu parlé avec Dantec et un peu connu Dantec, et je trouve aussi que Dantec est décisif. Et en fait, je dirais la logique contemporaine, chez les littéraires, c'est Dantec, Houellebecq et aussi Philippe Muret, le troisième. Mais Philippe Muret, il a à peu près raté tous ses romans, hein, je pense qu'on peut être d'accord avec ça. Mais par contre, c'est un génie, romanesque, à la fois de la diariste, hein, c'est un génie romanesque diariste, et en même temps c'est un génie romanesque de l'essai. Voilà. Philippe Muret. Et c'est ces trois-là qui ont vraiment compté. À un moment, Nab a voulu rentrer dans la danse, il a été éjecté parce qu'il manquait de talent, et il se résumait à une sorte de performance pornographique, si je peux dire, qui n'a jamais été très loin au-delà de la performance pornographique. Mais il avait cette prétention. Donc ces trois personnages-là sont très importants dans le paysage français, et en fait ils sont en train de disparaître. Ils sont en train de disparaître, c'est-à-dire que Houellebecq a tout dit dans Anéantir. Enfin, il a épuisé sa veine romanesque dans son dernier livre, Anéantir. Je crois qu'il a épuisé sa veine poétique dans le dernier recueil de poèmes qu'il a fait, donc brusquement j'oublie le nom d'ailleurs, mais peu importe, il a fait un recueil de poèmes là récemment. Dantec est mort, et Philippe Muret est mort aussi. Donc en fait, il n'y a plus de figures tutélaires, d'effets d'entraînement dans la littérature française. Du tout. Et encore une fois, la question est de savoir s'il pourrait arriver une ou deux figures, et est-ce que ces deux figures ne seraient pas immédiatement tuées, parce que la vocation du milieu littéraire, tel que Juan Asensio l'a décrit, c'est d'assassiner Mozart d'une certaine façon. Je ne crois pas en fait qu'on assassine Mozart, je ne crois pas que quelqu'un qui a la volonté de casser le champ littéraire avec un roman extrêmement fort serait arrêté. Enfin, je ne pense pas qu'il serait arrêté. Je pense qu'il serait freiné, je pense qu'il serait jalousé, je pense qu'il aurait du mal, je pense qu'au lieu d'être accueilli et célébré comme devrait l'être un milieu intelligent et ouvert à la création artistique, il serait plutôt barré de toutes les manières possibles. Mais je crois que les forces de rappel de l'intelligence littéraire sont encore suffisamment grandes dans ce pays. Enfin, je pense que Juan Asensio connaît comme moi un certain nombre d'éditeurs intelligents. Prenons par exemple Jean Le Gall, citons des gens. Voilà, des gens. Josiane Savigno, je ne suis d'accord avec rien
Nous sommes d'accord sur rien avec elle, mais néanmoins c'est une bonne critique, c'est une bonne et grande critique littéraire. Affreuse. Oui, oui, Le Gall, c'est un excellent éditeur. Je connais d'autres excellents éditeurs, Arnaud Le Gall, etc. Non. Non, mais je connais d'autres éditeurs qui méritent qu'on s'y attarde avant de décider s'ils sont bons ou mauvais. C'est ça que je veux dire, c'est déjà pas mal. Il y a des gens, on passe 2 secondes à décider qu'ils sont bons ou mauvais, mais il y a des gens, il faut réfléchir un peu. Et donc je pense que les forces de rappel de l'intelligence en France sont telles que un Dantec pourrait surgir. D'ailleurs, un Dantec a surgi. Un Dantec a surgi. Et finalement, le paysage dans lequel il a surgi n'est pas tellement différent du paysage actuel. Raphaël Sorin, quand il a poussé Houellebecq dans les années 90, Raphaël Sorin, il pourrait exister aujourd'hui. Il existe, il y a la discussion. Donc, le problème aujourd'hui de la littérature, c'est plutôt l'ensemble des conditions socio-économiques et culturelles qui sont en train de changer. Ça, oui. Le rebattage des cartes, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un rebattage des cartes complet. L'argent, le capital, ne sait pas comment s'investir dans les médias. Est-ce que c'est de l'information? Est-ce que c'est de l'édition? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce qu'on s'appuie sur l'un pour obtenir des effets sur l'autre, etc. Bref, l'argent ne sait pas ce qu'il doit faire dans les médias. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Alors, il ne sait pas quoi faire, Kretinsky ne sait pas quoi faire, ils cherchent. Alors, ils prennent des consultants sur les ils leur expliquent des trucs, ils sont des trucs qui viennent du business en général et pas forcément de la vie intellectuelle. Et aujourd'hui, tout est gazeux en matière de politique éditoriale des grandes maisons d'édition. Tout est gazeux. Il y a des réflexes pavloviens dont Juan nous a parlé, c'est-à-dire on sent l'air du temps, on voit passer telle écrivaine bankable, comme on dit, et on se dit allez hop, on la pousse, on en fait une petite sauce, et on fait monter la sauce, très bien. Les problèmes de fond ne sont pas réglés, c'est-à-dire ce que j'appelle le problème de fond, c'est qu'est-ce qu'apportera à la société dans son ensemble un écrivain dont le talent est immense. Qu'est-ce qu'il nous apportera? Et qui le soutiendra? Et pourquoi le soutiendra-t-on? Et à cette question-là, qui est une question fondamentale, qui est une question post-littéraire d'une certaine façon, rien n'est répondu. Rien n'est répondu. À mon avis, les écrivains et les critiques vont terminer comme des compagnons, c'est-à-dire qu'on va avoir des petits signes de reconnaissance, des boucles d'oreilles ou je ne sais pas quoi. On n'aura plus un radis et on sera totalement supplanté par les gens des nouveaux médias. Totalement supplanté. Et on sera fiers d'être supplanté par ces gens-là parce qu'on sera comme les tailleurs de pierre. On aura un savoir-faire immémorial, la fameuse maîtrise du subjonctif imparfait ou du conditionnel passé deuxième forme surcomposée. Oui, on aura ce savoir-faire-là, on aura un savoir-faire de narration, voilà, mais qui appartiendra à un monde qui est révolu, qui est celui de la graphosphère. Parce que ça, on n'a pas parlé de ça, mais la graphosphère, c'est fini. Donc la critique littéraire, c'est fini, donc les écrivains, c'est fini aussi. Les derniers à avoir émergé, là, je suis d'accord avec ça, sont les derniers qui ont eu un impact social. Maintenant, il peut y avoir des grands écrivains, mais ils n'auront plus d'impact social, ils ont un impact de milieu. C'est-à-dire un impact chez des gens qui ont des bibliothèques longues comme un jour sans pain, qui lisent dans leur famille depuis 200 ans au minimum, et qui perpétuent l'amour de la littérature. Mais ces gens-là sont appelés à devenir de moins en moins nombreux. Voilà ce que je crois. On parlait des catacombes, on parlait de l'Apocalypse, finalement, vous nous promettez les catacombes. Nous sommes dans un désert. Le désert de la réalité. C'est le désespoir. Pardon? C'est le désespoir. Il est pire que moi, hein, finalement. Oui, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une certaine gaieté à travailler son art dans une marginalité qui s'assume, une marginalité pauvre qui s'assume et qui me paraît être le destin de tous les gens lucides qui regardent la vie littéraire. Oui. Parce que moins 5% de lecteurs, enfin moins 5% de temps de lecture par an en France, tous les ans. Voilà. À la fin, ça va finir par faire une asymptote. Ça va finir par faire une asymptote et ça va tangenter la courbe des X. C'est-à-dire qu'il y aura très peu de gens qui liront. Voilà. Donc, moins 5%. Le monde des livres, le Figaro littéraire,
les pages culture de tous les hebdomadaires, etc., sont systématiquement reliées par les... Voilà. Proust arrive, on me dit, Marin, est-ce que tu peux en faire 800 signes ou 1200 signes, pas plus, parce qu'il ne faudrait pas non plus écraser le lecteur sous un propos trop savant, etc., etc. Donc oui, on est dans un monde dans lequel la culture littéraire classique disparaît, où le sel de nos vies, c'est-à-dire de lire la critique littéraire de Barbey de Aurevilly, ou de... Bon, ce sel-là disparaît. Bon. Disparaît de la société. Ne disparaît pas forcément d'un certain nombre de milieux. Mais, comme disait Bernanos, il y a beaucoup plus d'honneur à revivre qu'à survivre, et donc je préfère crever un bon coup avec mon milieu littéraire pour renaître dans 50 ans, plutôt que de survivre éternellement, c'est-à-dire de faire semblant. Et là, je suis d'accord avec Ronan Asensio, il y a une forme de parodie de vie littéraire française aujourd'hui. Je suis d'accord avec ça, il y a une parodie. On joue à ce qu'il y ait des grands écrivains, on joue au prix prestigieux, on joue à dire qu'il y a une compétition féroce entre les talents merveilleux, on joue à dire on détecte de nouveaux talents et on les fait bon. Alors que tout ça est profondément conventionnel, profondément déterminé et profondément, comment dirais-je, nul, parce que en fait l'important là-dedans c'est de savoir où va aller l'argent, et l'argent n'ira pas là. Ça j'en suis sûr. Est-ce à dire que les critiques littéraires, comme les éditeurs, sont des crétins, sont des incultes? Oui, oui. Il faut lire et relire Janco. Dans je ne sais plus quel de ses romans, pas de ses romans, mais de ses essais dits de la décadence, il parlait. Alors, vous parliez tout à l'heure, quel pessimisme. Janco était infiniment plus pessimiste que nous, parce que déjà dans les années 60, il disait que les Claudel, les Gide, les Bernanos, les Proust, tout cela jouait un rôle auquel il ne croyait plus. Il parlait de Bernanos et de Claudel en disant, bon, incontestablement, ces romanciers-là ont la foi. Ils se détestaient mutuellement, mais ils ont la foi. Ils jouent, pour Janco, ils jouent à avoir la foi, ou plutôt à écrire des livres qui montrent qu'ils conservent encore la foi. Ils l'ont peut-être à titre personnel, mais ils savent parfaitement que la chrétienté est finie. D'ailleurs, le dernier roman de Bernanos s'appelle Monsieur Wynne, qui, au départ, son premier titre devait être Les paroisses mortes. Si certains d'entre vous ont lu Monsieur Wynne, ils savent d'office de quoi je parle, c'est-à-dire d'une tombée dans le néant du post-christianisme. Et après le post-christianisme, après le christianisme, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura toutes les bêtes que le christianisme, pendant 2000 ans, aura réussi à contenir. Et même Bernanos va plus loin. Il pense qu'il n'y aura même pas de bêtes. C'est-à-dire que nous allons tomber dans le oui-non qu'incarne le titre éponyme, Monsieur Wynne. Donc, on rejoue et on joue un prestige littéraire que l'on a oublié, qui est totalement perdu en France, qui n'existe plus. C'est comme une espèce c'est le principe en cosmogonie, vous savez que vous pouvez voir un astre dont la lumière mettra un certain temps à vous parvenir, puisque sa lumière doit parcourir des milliards et des milliards de trillions de kilomètres avant de vous atteindre. Vous pouvez donc voir, logiquement, un astre qui, au moment où vous le regardez, est mort. S'il est à 15, 20, 30 années-lumière, des millions d'années-lumière. C'est la même chose pour le prestige littéraire français. J'ai un ami, Besnik Moustafage, albanais, 130 kilos, tueur, et au passage, ancien négociateur des accords de Dayton. Un homme qui est pétri de culture française, qui parle un français plus pur que en tout cas que le mien. J'allais dire que celui de nous tous, mais je suis modeste, je suis prudent, en tout cas que le mien. Et à chaque fois qu'il vient en France, il me dit « Juan », c'est un ogre, il faut l'imaginer avec ses 130 kilos, « Juan, est-ce que nous irions goûter un peu de vie littéraire française, pardon, parisienne ?» Je dis « Oui, avec plaisir, où est-ce que tu m'emmènes ?» Allons, alors à chaque fois, tous les ans, mais là, il commence à comprendre. Tous les ans, il me propose d'aller poser notre cul au Flore. Alors nous allons en pèlerinage au Flore.
où vous avez une queue de 40 mètres de touristes japonais, chinois, américains, espagnols, ce sont ceux qui gueulent le plus fort, etc., qui sont là uniquement pour prendre une photo de la chaise où Sartre a lui-même posé son royal séant. Et tout le monde participe de ce jeu où vous avez les touristes qui sont à la queue leu-leu en train de prendre un selfie, et les garçons, enfin on les appelle même plus les garçons du Flore, qui disent « Vous pouvez vous dépêcher parce qu'il y a le suivant qui attend ». Et d'ailleurs, donc nous avec Desnik on arrive, on se pose, et là il me dit « Quand même, c'est Paris ». Alors lui il vient du fin fond de l'Albanie. Je lui dis « Oui Desnik, c'est Paris ». Mais t'as vu ce décor-là? T'as pas l'impression que c'est un décor de carton-pâte? Tu n'as pas l'impression qu'ils ont un amour fou de la littérature française? Tu n'as pas l'impression qu'on n'est plus autant de Balzac, qu'on n'est même plus autant de Gide, qu'on n'est même plus autant de Houellebecq. Oh si, et là, ils le connaissent, Houellebecq. Ils connaissent aussi, comment s'appelle-t-il, là, Mathias Sénard, etc. Ils connaissent toute la merde française qu'on évacue en leur faisant croire que c'est de la littérature. Bon. Et ils restent fascinés par la puissance littéraire française, actuelle, y compris maintenant. Et je passe mon temps à lui dire, Desnik, c'est fini. C'est fini. Il va falloir qu'à un moment donné, tu te rendes compte que les derniers des derniers, c'était Jean Caux, c'était Léon Daudet, c'était même comment il s'appelait, Jean Edernalier qui avait une certaine allure et une certaine... c'était un Philippe Muret. Ce sont les derniers de chez derniers, il n'y a plus rien. Mais vous parliez de pessimisme. Moi, je suis un optimiste foncier, forcené. Si la littérature française pouvait disparaître dans 99% de sa production actuelle, si la critique dite littéraire française pouvait disparaître dans 99,999999 de sa forme actuelle, je serais le premier à aller fournir des mortiers pour les tirer dans la rue. Je serai probablement le seul qu'on coffrera, et ils me diront « Mais pourquoi te réjouis-tu, petit étranger ?» Je me réjouis parce que la littérature française est morte. La littérature française est morte et elle vous donne l'impression de survivre. Parce que la grandeur de la littérature française a été tellement inconcevable qu'on continue à vivre sur son prestige. Mais ce prestige-là est terminé. Terminé. Et effectivement, nous sommes passés dans une forme de civilisation alittéraire, graphique. Mais peu importe, peu importe. Je suis un disciple de Pierre Boutan, et Pierre Boutan plaçait par-dessus tout, en grand disciple de Platon, plaçait par-dessus tout le respect de la parole. Il se contrefichait finalement du signe, c'est-à-dire de l'écrit. L'écrit est figé, l'écrit reste, et effectivement, plus personne ne va s'intéresser à savoir ce que Barbey d'Aurevilly pensait d'Ernest Hello, Léon Bloy pensait de Francis Casarcet ou de Zola qu'il détestait. Plus personne ne s'intéresse à ça. Mais, s'il doit y avoir un frémissement, à mon avis, il passe par tout ce que Internet a fait naître. C'est-à-dire, paradoxalement, Internet au sens large, et les médias qui en ont découlé. C'est-à-dire, paradoxalement, par une nouvelle puissance de la parole. J'aurais convaincu probablement plus de personnes ici, qu'elles considèrent que j'exagère ou pas, qu'en 30 articles en essayant de prouver que Michel Houellebecq, au hasard, est mauvais, et qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire dès probablement extension du domaine de la lutte. Allons jusqu'à la possibilité du Nil, et puis tout le reste, voilà. Si peut-être celui qu'il a écrit justement où il imagine la France sous la coupe des islamistes. Soumission. Ouais. Qui était illustration. Et je termine là-dessus. Illustration. Est-ce que vous vous souvenez du battage qu'il y avait eu autour de Soumission de Michel Houellebecq? Un battage parisiano-parisien colossal, c'est-à-dire français, où on prétendait que ce livre était une charge monstrueusement puissante contre l'islam. C'est un livre qui a été présenté avant même qu'il ne paraisse de cette manière-là, sur toutes les chaînes, dans toutes les revues. Oui, quand vous lisez ce roman est tout, je dis bien tout, sauf une charge contre l'islam. Ce roman est d'abord la mise en perspective de Houellebecq, enfin de son personnage, mais le personnage de Houellebecq, il est tellement mauvais que c'est toujours Houellebecq. Il n'a pas la possibilité de se diffracter à la Proust ou à la Zola ou même à la Stendhal
ou même à qui vous voulez, dans une infinité de narrateurs. Le pauvre type du roman de Houellebecq, c'est Houellebecq. Bon. C'est une mise en abîme de Houellebecq, essayant de comprendre pourquoi il n'a pas la foi. Dieu sait qu'il tourne autour. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, si certains d'entre vous ont lu Soumission, que voit-on? Que le personnage principal est fasciné par Huysmans. Vous savez tous que Huysmans a écrit en 1884, à rebours, et ensuite, avec fracas, a viré tout le purin naturaliste. D'ailleurs, Zola lui en a voulu toute sa vie, et il est passé là-bas en 1891 dans l'exploration de la démonologie, et ensuite dans En route, comme son nom l'indique, il s'est mis en chemin pour arriver au Christ. Et il a fini par se convertir, et il a fini à Ligugé, etc., etc. Voilà ce qu'est le roman Soumission de Houellebecq. Y a-t-il eu un critique littéraire français qui ne s'est pas rué sur les éléments de langage, parce qu'il faut les appeler comme ça, les éléments de langage qui ont été distribués à grandes eaux par le Crémizy à l'époque, de Flammarion, en disant c'est une charge contre l'islam? Bien sûr que non. Houellebecq est en train de montrer que la France s'effondre, indirectement ou directement par le biais de son personnage, parce que la France a perdu sa foi. Parce que la France a perdu son horizon théologique. Et cet horizon théologique-là, puisque la nature déteste le vide, va être immédiatement récupéré par une religion qui, pour le coup, ne doute de rien et à la puissance de conquête que le christianisme a perdue depuis les croisades. Voilà. Donc, c'était ce petit exemple-là pour illustrer la nullité de la critique littéraire française, qui ne sait plus lire. Mais si elle ne sait plus lire, qu'elle arrête d'écrire, bon sang. Je peux répondre à Juan? Il y a un truc, il y a un point avec lequel je suis tout à fait d'accord avec Juan Asensio. Je pense que je l'exprime différemment, mais je suis d'accord avec lui. C'est les grands écrivains, disons, par exemple Dantec et Bernanos avant lui, ont une intuition sur la civilisation française, ce que moi j'appellerais l'intuition digitale. C'est-à-dire, vous savez très bien, Juan, que Dantec était fasciné par Duns Scott. Et Duns Scott, c'est quoi? C'est une théologie dans laquelle, en fait, il y a, dans l'opposition entre Dieu et le diable essaye de piquer les plans de l'homme à Dieu pour refaire les plans de l'homme comme il veut. Et il refait les plans, et il y a beaucoup de passages il y a deux passages, en tout cas, dans l'œuvre de Dantec que je me remémore, où en fait, l'homme est vidé et ne devient plus qu'une série de 0 et de 1. L'homme est vidé, comme un programme informatique qui n'est composé que de 0 et de 1, l'homme est vidé. Donc il y a cette intuition digitale chez Dantec, qui est effectivement le point de départ de la déchristianisation radicale. Bon. C'est-à-dire que l'homme tel que Dieu l'a calculé, si je peux dire, l'a inscrit, disparaît. Bon. Et puis il y a aussi le oui-non et la France contre les robots le monsieur Wynne, donc le oui-non et la France contre les robots de Bernanos, qui est cette même idée, c'est-à-dire c'est l'idée que nous ne sommes plus que des machines qui ne sommes pas capables de nous voir nous-mêmes dans le rapport que nous avons avec Dieu. Bon. Et ça, je pense que la grande littérature a conscience de ça, c'est-à-dire que la grande littérature ne fait pas le deuil de la déchristianisation de la France. C'est pas possible. On ne peut pas aimer la littérature et ne pas faire le deuil de la déchristianisation de la France. Et c'est pour ça que, comme cette déchristianisation continue d'avancer, je ne vois pas pourquoi la culture littéraire, d'une certaine façon, continuerait d'irradier, comme elle irradiait il y a encore 30 ou 40 ans, où cette christianisation était encore assez présente. Donc, la fin de la critique littéraire, mais la fin de la littérature, d'une certaine façon, est entièrement corrélée à la fin du sentiment religieux. Du sentiment religieux du lecteur et du sentiment religieux de l'auteur. Que l'auteur se pose des questions ou pas. Que l'auteur ait la foi ou pas. Que le lecteur, la même chose, ait la foi ou pas, ou qu'il se pose des questions ou pas. Peu importe. Mais l'important, c'est qu'il y ait l'idée qu'il y a quelque part un plan de Dieu sur l'homme, et un plan de Dieu sur la création, et que c'est à partir de là
que l'aventure, si je peux dire, du style est possible. Parce que qu'est-ce que le style? C'est se trouver soi-même. Qu'est-ce que l'homme dans la religion catholique? C'est un rapport, enfin, c'est que chaque homme a été voulu par Dieu. Et donc, au fond, le style, ça n'est rien d'autre que la réalisation du fait que chaque homme a été voulu par Dieu. Dès lors qu'on sort de ce cercle-là, le style, c'est ça. Le style, c'est j'ai été voulu par Dieu et je me suis trouvé tel que Dieu m'a voulu, tel que l'éternité m'a conçu, comme disait Lamartine. Dès qu'on sort de ce monde-là, on sort du monde littéraire. Voilà. Le cercle herméneutique de la littérature, c'est le cercle de la vocation personnelle, je dirais. Et comme ce cercle, comme cette vocation personnelle n'existe plus, la littérature n'existe plus, je suis d'accord avec Erwan là-dessus. Voilà. On s'est tous montré davantage critiques de littérature que critiques littéraires. Je vais vous poser une dernière question. Il y a dans l'Assemblée des gens comme nous qui sommes proches de la sénescence, et d'autres qui sont plus jeunes. Alors, au fond, pour nous armer pour les derniers temps, qu'est-ce que vous nous recommanderiez de lire pour se créer au moins une conception au vu de ce qu'est réellement la littérature? Je prendrai immodestement mon exemple personnel, enfant d'ouvrier, de vendeuse, fils unique, immigré, lire et encore lire. Et lire absolument tout. J'ai découvert Faulkner à 15 ans, j'ai découvert Rimbaud à 11 ou 12, etc. Je n'y ai rien compris, peu importe. Vous le relisez. J'ai lu Absalon de Faulkner, qui est l'un des textes les plus complexes qui soit. Pas compliqué à la Joyce, mais complexe. Je n'y ai rien compris. Je le relis une fois par an depuis maintenant ma découverte de Faulkner, et à chaque fois, j'y trouve quelque chose. Lire, absolument tout. Je n'ai jamais parlé sur Salker d'Artaud, et j'ai lu tout ce qui sortait à l'époque d'Artaud, et de tant d'autres écrivains, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers. D'ailleurs, une aparté là-dessus, on parle de la littérature française, mais il ne vous aura peut-être pas échappé que les pays qui nous entourent, plus ou moins proches, ont une littérature, et qui est bien souvent largement meilleure que la nôtre. Regardez le dernier prix Nobel, qui enfin a récompensé le Hongrois László Krasznaorkai. Je ne suis pas certain que ce Krasznaorkai s'inscrive, comme le disait Marin, dans un horizon théologique absolument chrétien. Mais il a en tout cas un horizon métaphysique qui est incontestable et qui lui permet de brasser une multitude de problématiques dans un vrai style et dans une vraie écriture, à la différence de celle qui avait reçu également le Nobel, Annie Ernaux, qui est la pire des sorcières à mes yeux, et une autre nullité, Jean-Michel Leclésio, deux nullités françaises de ces 15 dernières années qui ont reçu quand même le Nobel. Et s'ils ont reçu le Nobel, dites-vous bien que ce n'est pas pour des raisons littéraires, en tout cas pour Annie Ernaux, ce sont pour des raisons strictement paralittéraire. Tout simplement parce qu'Annie Ernaux a été considérée comme une voix ayant porté, parce qu'elle est quasiment centenaire maintenant, cette sorcière, ayant porté à une époque la féminité, les combats des femmes, etc. Très bien, parfait. Mais ce n'est pas de la littérature. Très bien, moi, j'ai rien contre qu'elle les porte autant qu'elle veut, mais ce n'est pas de la littérature. Or, c'est un prix Nobel de littérature. Donc la littérature française, à mon sens, à mon humble sens, sombre. Mais ça ne veut pas dire que la littérature de langue française sombre. D'ailleurs, l'un des derniers, je ne sais plus s'il a eu le Goncourt, Mohamed Mougar Sarr, qui a écrit La plus secrète mémoire des hommes. Lisez-le, c'est un Goncourt. Tu me posais une question pratico-pratique, la voici. Lisez le dernier bon Goncourt, La plus secrète mémoire des hommes. C'est un titre déjà extraordinaire qui raconte l'histoire d'un... je vais vous révéler le pitch, comme disent les jeunes. Enfin, les jeunes, ils disent même plus le pitch, d'ailleurs, ils disent plus rien. Qui imagine un personnage qui se met sur la trace d'un auteur mythique, ayant écrit 2 ou 3 textes extraordinairement violents contre la langue française, contre la France, contre tout un tas de choses, et qui du jour au lendemain disparaît. C'est une espèce de Rimbaud qui, après avoir considéré qu'il avait tout dit à 16 ou 17 ans, considère la littérature comme la traite de rinsure. Rimbaud, lorsqu'il était en Abyssinie, parlait de ses rinsures. Il fallait entendre tout le mépris qu'il mettait là-dedans. Eh bien, le personnage qu'imagine Sarr est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit, qui a surécrit, et qui, à la suite de tout un tas d'histoires de plagiat, a été complètement oublié. Et le personnage
de Sarre va se mettre à la recherche de cet écrivain mythique. Cette histoire en rappelle une autre. Autre conseil de lecture. 2666 de Roberto Bolaño. S'il y a un roman que vous devez lire tant il est, d'abord il est énorme, tant vous allez vous y perdre, mais ça, comme disent, alors pas les jeunes, mais les couillons, c'est un page turner, donc il peut faire 1000 pages, mais vous allez tourner les pages les unes après les autres. Qu'il écrit, là encore, un personnage écrivain mythique qui a disparu de la circulation et sur les traces duquel 4 ou 5 universitaires, pas tous français, vont se lancer. Il a écrit des textes assez incroyables, Benno von Archimboldi. Et on retrouve sa trace, curieusement, au fin fond du Mexique, dans la ville de Santa Teresa, qui n'est autre que Ciudad Juárez. Et comme vous le savez, à Ciudad Juárez, on a mis à jour des centaines de féminicides de femmes atrocement mutilées, violées, dont on n'a jamais vraiment su ce qu'il leur était arrivé. Et Bolaño prend cet angle-là pour montrer que là où cet écrivain dont on perd les traces se trouve, Benno von Archimboldi, le mal avec un grand M se trouve. Et si la littérature, mon Dieu, n'est plus capable d'aller explorer les véritables gouffres en verticalité, comme disait Huysmans, c'est-à-dire le gouffre d'en haut et le gouffre d'en bas, elle ne sert à strictement plus rien. Commencez par cela, et sinon, conseil plus large, lisez absolument tout, sauf Houellebecq et Annie Ernaux. Et un mot conclusif, mais il y a peut-être des questions dans la salle, non? Parce que La question était de savoir Je pensais pas que c'était conclusif. que faut-il lire, c'est ça? Oui, oui, que faut-il lire? Que faut-il lire Juan Asensio. Alors, oui, sûrement, voilà, c'est sûr, ça c'est sûr. Il faut lire des classiques, en fait. Il ne faut pas lire des trucs qui ont été créés. J'étais en train d'essayer de... Bon, pour moi, un classique, bon, là, l'extension du domaine de la lutte devient un classique. Donc, l'extension du domaine de la lutte, ça va nous faire 30 ans. Je pense que 30 ans, c'est le temps qu'il faut laisser à un livre pour avoir... Balzac avait une expression merveilleuse, il disait, enfin, une manière de décrire la vie littéraire merveilleuse, il disait, un chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est une urne invisible qui est posée au milieu de la société, et les gens d'esprit viennent porter leur suffrage sur une œuvre. Et lorsque cette œuvre est considérée comme un chef-d'œuvre par ces hommes d'esprit, dans cette urne invisible où ils déposent leur bulletin, alors ça devient un chef-d'œuvre. Nous ne savons pas, il y a peut-être un chef-d'œuvre là qui a été créé depuis les 30 dernières années, et en fait on ne le sait pas encore. Moi, je le cherche désespérément, je le vois pas. Moi aussi, je le cherche, je ne sais pas encore. Pardon? Ouais. Pourtant, j'ai une baguette de sourcier, je suis toute la journée. Donc, il faut lire des classiques et il faut lire des livres qui ont paru il y a 30 ans. Il faut laisser l'écume de la vie littéraire avec sa corruption qui ont été décrites passer. Il faut que l'écume retombe. Il faut que qu'on voit les grandes vagues derrière, ou pas, les grandes vagues derrière. Mais l'actualité est vraiment le pire ennemi de la littérature. Ce qui marche, c'est le jugement de plusieurs personnes qui se sont frottées au même texte et qui se disent ce texte-là est important. Par exemple, et sur Maurice Dantec, bon, Asensio et moi, on n'a pas forcément toujours les mêmes conceptions, mais sur Dantec, c'est évident que c'est un grand. Bon, c'est évident que c'est un grand parce que il y a cette profondeur métaphysique et justement ce rapport à la foi dont je parlais tout à l'heure. Alors, Asensio a dit, par exemple, le Hongrois. Krasznaorkai. Oui, il n'est pas forcément très métaphysique, enfin il n'est pas forcément très chrétien, même s'il est métaphysique, mais moi je parle de la France. Je pense qu'en France, la religion catholique, disons chrétienne plus largement, bon, va avec la littérature. Et s'il n'y a plus de religion chrétienne, s'il n'y a plus d'inscription de la religion chrétienne dans les esprits, il n'y a plus de littérature. Ou alors c'est une littérature antichrétienne, mais qui le reste parce qu'elle est antichrétienne. Bon. Céline. Pardon, oui, Céline. Robatet. Oui, bah, Il y en a un paquet. Maurras. Oui, alors Maurras, je ne sais pas, mais c'est-à-dire, il y en a un paquet de gens qui ne sont pas du tout catholiques, c'est ça? Oui, mais alors, moi, pardon. Et qui ont fait de grandes œuvres. Alors, pardon, bah, je ne suis pas tout à fait sûr de ça. C'est-à-dire que je pense que Céline est une grande œuvre païenne antichrétienne. Voilà. Une grande œuvre païenne antichrétienne. Même chose pour Robatet en moins bien. Même chose pour tout un tas d'écrivains, Aladrieux, Bardèche, etc. Bon,
c'est encore moins bien, si je puis dire. Ah non. Mais Céline est la grande, disons, offensive païenne contre le catholicisme. C'est bien contre le catholicisme, donc c'est bien contre quelque chose qui existe et qui a participé avec la littérature. C'est ça que je veux dire. Donc, comme le catholicisme n'existe plus, c'est plus la peine de s'acharner dessus, il n'y a plus que des crétins des crétins pour attaquer l'Église catholique, si je puis dire, enfin des gens qui ont vraiment pas envie d'avoir d'adversaires, si je puis dire. Quand on a peur, on s'attaque à quelque chose qui n'existe plus. Bon, ben voilà. Bon, donc il faut lire des trucs d'il y a 30 ans, il faut lire des classiques, et il faut tout à coup se dire, tiens, c'est marrant, il y a 15 critiques, il y a 15 types qui n'ont pas l'air idiots, qui disent tous que ceci est un chef-d'œuvre, je vais lui donner une chance les 10 premières pages. Surtout, vous ne l'achetez pas, et chez votre libraire, vous regardez les 10 premières pages et vous vous dites, est-ce que ça produit une impression décisive sur moi ou pas. Voilà. Je suis tout à fait d'accord que pour aimer lire, il faut lire. Du bon, du moins bon. Après, on se fait une opinion. Parfois même, on en échange avec des amis. Mais donc, je vais vous poser la question bateau qu'on a dû vous poser 1000 fois. Mais vous n'y couperez pas. Si vous partez sur une île déserte avec un seul livre, lequel serait-ce? Bon courage. Bon, la réponse classique, Toby Blone, le livre, la Bible. Mais je ne partirai pas avec la Bible. Je pense que je partirai avec un Reader's Digest de Shakespeare, qui a dit absolument tout ce qu'il y avait à dire, peut-être de Dostoïevski, l'un ou l'autre, j'ai un doute, j'essaierai de tricher. Ces deux-là ont dit tout ce que... Conrad, allez, un troisième, ah, j'aurais du mal, hein. Ça fait 3, mais surtout Shakespeare en premier. Ensuite, je mettrai Dostoïevski et Conrad. Avant même Faulkner. Ces 3-là ont dit tout ce que l'on pouvait dire de l'humanité. Ça ne veut pas dire que d'autres, bien sûr, évidemment. Et certains puristes vous diraient, je partirai avec l'Iliade et l'Odyssée. Voilà, très bien, bon. Ou avec la Divine Comédie de Dante. Bon. Moi, je partirai avec Shakespeare, je pense, parce que il y a toute la matière humaine, brute et affinée, est dans le théâtre de Shakespeare. Ça va être étrangement consensuel, moi aussi je partirai avec Shakespeare. Parce que il y a tout, il y a les raisons de la violence, il y a la beauté de la morale, il y a... enfin, effectivement, il y a tout. Si on déplie Shakespeare, il y a 3 siècles, 4 siècles d'intelligence européenne et dans des situations qui sont merveilleusement racontées. C'est parfait. Shakespeare, en fait, c'est parfait. C'est vraiment théorétique. Et la littérature française n'arrive pas au niveau de Shakespeare. Elle est immédiatement en dessous, mais elle n'y arrive pas. Ouais, même Racine, Corneille, ils n'y arrivent pas. Voilà, donc Shakespeare. Et c'est d'ailleurs assez fascinant que l'Angleterre ait produit à la fois Shakespeare, qui dit tout des passions, et aussi Jane Austen, qui ne sait pas ce que c'est qu'une passion. Donc c'est vraiment deux modalités, si je puis dire, de l'esprit anglais qui sont très intéressantes.